Reprend l'enregistrement. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir, enfin de participer au Zoom Natorus. Donc les gens vont arriver progressivement dans les prochaines minutes. Je rappelle en quelques mots ce que c'est que le Zoom Natorus et pourquoi on a créé ça. C'est très simplement, c'est qu'on a pendant le confinement 1 et pendant cette année 2020 qui a été assez particulière, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, bah voilà, ce qui a été dur dans cette période-là, c'est qu'on ne pouvait pas échanger avec des personnes, qu'on était on est tous un peu isolés chez nous et en particulier à l'heure du déjeuner, généralement on mange tout seul devant son ordinateur et souvent derrière Netflix. Donc du coup on s'est dit voilà, nous on va rendre ce moment-là un peu plus sympa et on a proposé en fait d'ouvrir cette salle Zoom et on échange souvent sur un thème. Ça va être le marché du recrutement, ça va être le Legal Up et aujourd'hui ça va plutôt un angle les relations sociales, les nouvelles méthodes de travail. Qu'est-ce que 2020 nous a quand même apporté de positif. Oui, c'était pas une année facile, mais on va quand même essayer d'en trouver peut-être quelque chose de positif. Et aujourd'hui, mes invités, on va dire ça comme ça, c'est les gens avec qui on va partager, c'est donc Déborah David, qui est associée au sein du cabinet Florence de Gaulle et associée en droit social. Et on a Franck Rimbaud, qui est directeur juridique et responsable des relations sociales au sein de Air France. Ce que je vous propose très simplement, toujours en attendant que les gens arrivent, peut-être que Déborah, tu peux te présenter en quelques mots et ensuite Franck en faire de même. Oui, en quelques mots. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Et donc, moi, je suis effectivement associée au sein du cabinet de Gaulle Florence Associés dans le département droit du travail. Et je fais des relations sociales, beaucoup de restructuration, mais pas que. On fait aussi beaucoup de transformation d'entreprise. Donc, on essaye de se saisir de tous les outils qui existent aujourd'hui pour transformer dans le bon sens les entreprises en évitant autant que possible de faire des restructurations. Mais bon, quand il y a des restructurations à faire, on les fait aussi. D'accord. Et Franck, peut-être aussi tu peux te présenter, nous partager ton parcours peut-être. Ok. Donc, Franck Rimbaud, alors mon parcours est assez simple, puisque je suis une sorte d'ovni dans la mesure où j'ai fait la totalité de ma carrière chez Air France, où j'ai débuté comme juriste en droit social et puis j'ai évolué. Aujourd'hui, je suis donc directeur juridique social au sein de la DRH centrale d'Air France, donc avec des responsabilités, alors qui ne sont pas exactement les relations sociales, même si beaucoup de sujets, de dossiers sont en lien avec les relations sociales. C'est plus spécifiquement la partie juridique des relations sociales ou des relations de travail avec les collaborateurs. Donc, c'est à la fois s'assurer de la conformité juridique des opérations RH d'Air France et puis gérer les quelques contentieux qu'on peut avoir avec les salariés, les institutions de représentation du personnel, les organisations syndicales. Voilà. Dans une autre vie, je suis aussi élu au sein du MEDEF 93-94, qui est le MEDEF territorial d'implantation d'Air France, dans lequel je suis président délégué. Voilà. Ouais, ce qui va être aussi assez intéressant parce que du coup, tu peux aussi avoir une approche par rapport aux dirigeants. Oui, oui, c'est ça. J'ai vécu aussi un peu la crise côté MEDEF avec une structure d'entreprise dans le MEDEF 93-94 qui n'est pas qui est très différent de la grosse entreprise qui est en France, puisque c'est très majoritairement des PME, des EPI, enfin des petites structures. Voilà, donc j'ai aussi cette vision indirectement au travers des responsabilités que j'ai au MEDEF. D'accord, très bien. Quand on avait échangé là, pour préparer ce Zoom, il y a un truc qu'on s'était dit, c'est voilà, alors effectivement, l'année, elle a été compliquée. On avait échangé notamment, on a échangé tous les trois pendant toute cette année. On a vécu le premier confinement, ça a été une surprise pour tout le monde. Moi, à titre personnel, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait qu'en quelques semaines, tout le monde avait réussi à basculer en télétravail, alors que jusqu'à présent, tous mes clients me disaient « Non, mais le télétravail, Marie, t'oublies ». Il y a eu plein de choses comme ça qui sont faites en quelques semaines. Il y a eu des transformations qui ont été rapides. On l'a vu sur notre manière de travailler de manière globale, ça a vraiment évolué. Vous, à titre personnel,
Qu'est-ce qui a évolué dans votre manière de travailler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Peut-être Déborah, toi ou Franck? Oui, Déborah. Oui, Déborah, vas-y. Ce qui a beaucoup changé dans le cadre de cette crise Covid, c'est qu'il a fallu s'adapter déjà très très vite à chaque annonce gouvernementale. Il a fallu rebondir pour déjà s'approprier les textes, comprendre comment ça allait marcher, aussi comprendre ce qui manquait dans les textes, parce que bien souvent c'était le cas et puis c'était réparé 2-3 jours après. Il a fallu être ultra réactif, mais surtout, nous, dans notre profession d'avocat, il a fallu qu'on fasse preuve de bienveillance vis-à-vis de nos interlocuteurs, évidemment, mais surtout, on s'est senti très impliqué sur le plan psychologique parce qu'il fallait de toutes les manières qu'on soit tous solidaires les uns des autres. Il a fallu beaucoup aider. Nous, au cabinet, on a beaucoup participé à une action un peu bénévole qui s'appelait SOS Entreprise Coronavirus, dans lequel on a répondu à toutes les questions des entreprises. On a mis à jour en fait ce site pour tenir compte de toutes les nouveautés législatives, réglementaires et les annonces gouvernementales, parce que tout ça, ça a fait un espèce de magma. Donc, entre ce qui relevait du légal et ce qui relevait de la recommandation, il a fallu quand même tenir compte de toutes ces prescriptions. Et c'est vrai que voilà, on a été beaucoup plus proche de nos clients qu'habituellement, où on est en général sur quelques missions. Voilà, on intervient de façon plus ponctuelle. Là, il a fallu faire une assistance au jour le jour, en fait. D'accord. Donc, ouais, donc un vrai besoin d'écoute, de partage, plus du conseil purement juridique. Tu as vraiment vu un basculement dans cet aspect-là, quoi. Nous aussi, oui. Très clairement, sur les recrutements, c'est vrai que les clients, ils ont été très marqués. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que voilà, pour l'instant, ils ne savaient pas trop où aller. Et nous, notre job, ça a vraiment été plus de l'écoute. Pareil sur les candidats. On l'a vraiment vu que l'année, comme on est tous dans l'incertitude, on a dû basculer là-dessus. Après, sur votre manière de travailler au quotidien, toi, Franck, qu'est-ce que ça a changé? Comment ça se passe? Alors, ça a changé, oui, ça a changé pas mal de choses. Enfin, la Ouais. première, mais je crois que Déborah l'a dit, c'est d'abord la rapidité avec laquelle il a fallu s'adapter. Ça fait déjà plusieurs années avec l'évolution des outils que l'activité s'accélère. Les demandes les questions qui sont posées appellent des réponses de plus en plus rapides. Donc là, dans la crise Covid, ça a été un degré encore supplémentaire, puisqu'il a fallu, dans une entreprise comme Air France, passer pratiquement du jour au lendemain d'une activité où on faisait 1200 vols par jour à une activité où on en faisait une cinquantaine. Il a fallu mettre au chômage partiel 45 000 salariés en quelques jours, etc. Donc, il a fallu s'adapter à la crise, s'adapter aussi, comme le disait Déborah, aux évolutions législatives. Typiquement, l'activité partielle, l'APLD, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un nouveau décret ou un nouveau projet de décret. Les choses changent. On nous dit que l'activité partielle, c'est jusqu'en octobre, puis ensuite, c'est jusqu'en décembre, finalement, c'est peut-être jusqu'en février, enfin, etc. Donc, ça demande une adaptation extrêmement rapide. Ce qui a changé aussi, ce qui a énormément modifié, je pense, la façon de travailler, les rapports de travail, c'est le télétravail. Donc, le télétravail auquel tout le monde a dû s'adapter. Par exemple, il y a une première conséquence, c'est la disparition, pour le coup, peut-être définitive de la cravate, c'est-à-dire plus personne ne porte de cravate. On a même découvert l'intimité de tout le monde en faisant des réunions à 8 h du matin avec des gens en pyjama dans leur cuisine, etc. Et puis, alors, ce que ça a aussi, à mon avis, plus profondément changé, et ça, je ne sais pas très bien comment les choses évolueront après la crise, c'est aussi, et ça va peut-être avec la cravate, la fin un peu de la légitimité statutaire. C'est-à-dire que ça raccourcit dans toutes les entreprises les chaînes de décision. Dans cette crise, en fait, on s'adresse à celui qui est là et qui peut répondre. Donc, comme les gens ne sont pas physiquement présents sur site, ne sont pas toujours disponibles, eh bien, ça a beaucoup raccourci je pense, les systèmes de décision. Et ça a permis à plein de gens
d'intervenir dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas peut-être immédiatement. Voilà, c'est vraiment une logique de crise. C'est vrai Je que vais moi, rebondir tout de suite. j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils ont, il y a des collaborateurs qui sont révélés finalement dans le cadre de cette crise parce que justement, ils n'avaient pas tellement la parole parce qu'effectivement, avec le système de la chaîne hiérarchique, les différents échelons de management ne faisaient que on ne s'occupait pas vraiment des échelons en dessous, alors qu'il y avait de la vraie matière, il y avait de la créativité, il y avait plein de choses. Et c'est vrai que ce que disait Franck, c'est la vérité. Moi, j'ai eu plein de clients qui m'ont dit, écoutez, moi, je me rends compte que tel et tel collaborateur, il nous a énormément apporté dans le cadre de cette crise, alors que son boss, l'échelon intermédiaire était peut-être un peu moins présent. Donc, en fait, il y a des gens qui se sont révélés, comme ça, on a révélé des talents grâce à ces systèmes. Nous, ce qu'on s'est rendu compte par rapport vraiment dans notre manière de faire, et c'est ce que tu disais, c'est que c'est très intrusif. En fait, jusqu'à présent, quand je fais un entretien, j'essaie vraiment d'appliquer les principes de non-discrimination. Et j'essaie vraiment de me dire, voilà, j'ai une personne en face de moi, j'analyse ses compétences techniques, j'analyse ses compétences comportementales, et comment la personne, je la projette chez un client. C'est vraiment mon fonctionnement, et j'essaie vraiment d'être le plus neutre possible. Et quand vous avez un entretien chez quelqu'un, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas garder cette neutralité parce qu'il y a forcément un moment où vous regardez comment c'est décoré chez lui. Vous regardez est-ce qu'il est dans un... C'est humain. Et les premiers entretiens que j'ai fait vraiment en masse chez les gens, j'avais ce truc-là en me disant « Ah bah tiens, chez lui, c'est grand. » Enfin, il y avait vraiment ce truc-là qu'on n'a pas normalement, qu'on ne doit pas avoir. Et moi, ce côté-là d'intrusion dans la vie personnelle m'a un petit peu gênée. Je ne sais pas si dans vos équipes, vous avez déjà eu ce sentiment-là. Mais moi, ça me gêne un peu de savoir exactement, comme tu me disais, comment il est habillé en pyjama. Moi, je ne veux pas le savoir, en fait. Non, c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est la crise. Il faut s'adapter. Et voilà, il y a plein d'inconvénients et il y a aussi peut-être voilà, la possibilité de voir les gens différemment, d'avoir des rapports différents avec les personnes. Je pense que ça fait, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au terme de cette crise, quand la vie redeviendra normale, je pense que c'est un peu comme les gens qui ont fait le service militaire ou peut-être qui ont fait la guerre. Ça laissera des souvenirs, ça laissera des marques et je pense qu'on n'oubliera pas tout ce qui a changé au cours de cette crise, je pense. Oui, ça donne de l'humain. Ça donne de l'humain, ça rapproche les gens. Et puis finalement, le fait d'entrer quelque part dans l'intimité, ça crée quelque chose. Ça crée justement, on rentre dans l'intimité, donc on dépasse ce que disait Franck, la cravate, quoi. C'est ça. Alors, c'est vrai que sur le style vestimentaire, c'est devenu un peu la rigueur du on s'habille bien en haut, puis en bas, on verra. Mais c'est un vrai sujet parce que moi, il y avait quelques années, on avait fait un vrai article sur cravate ou pas cravate en entretien. Et c'était à l'époque où on commençait à avoir des startups. Et maintenant, je pas un peu vieillotte en disant ça, mais il y a une dizaine d'années, c'était inconcevable d'aller en entretien de cadre sans une cravate. Et aujourd'hui, limite, il y a un décalage, quoi. Les codes changent, en fait. Les codes de l'entreprise changent. C'est ce que moi, j'observe. Je vois que vous aussi. Donc, pour toi, c'est vraiment pas la cravate, quoi. C'est ça. Non, je crois que ça a vraiment disparu. Mais parce que aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Alors, à part si, je ne sais pas, si on est invité à une remise de décoration ou peut-être une réunion à l'Assemblée nationale, enfin, ou dans un ministère, oui, bien sûr, on remet une cravate. Maintenant, comme ça fait désormais plus de 6 mois que, comme je l'expliquais, on fait des calls où tout le monde est en polo ou en t-shirt, etc. C'est vrai que dans les relations à l'intérieur de l'entreprise, oui, le port de la cravate n'a plus beaucoup de sens. C'est-à-dire que ça a libéré beaucoup le positionnement, y compris vestimentaire des gens. Voilà. Après, il ne faut pas basculer non plus. On ne vient pas encore travailler en survêtement, mais je pense que ça a vraiment modifié quelque chose dans les rapports que les gens ont, et notamment sur cette partie un peu légitimité statutaire, un tel
à telle fonction, tel niveau hiérarchique. Je pense que ça, c'est des choses qui auront évolué après la crise. Mais moi, c'est aussi mon point, c'est de dire, OK, cravate, pas cravate, c'est pas forcément ça le problème, mais tout le monde n'est pas Steve Jobs et en fait, c'est pas qu'une question d'apparence, c'est aussi une question de posture et quand tu dis, voilà, finir en jogging, je pense qu'il faut pas partir dans un extrême aussi. Il faut rester, pour moi en tous les cas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi, il y a quand même une sacralisation du travail et j'ai besoin, pour être efficace dans mon travail, de me remettre dans des conditions en me disant, bah voilà, même si quand je suis chez moi, j'ai besoin de me remettre dans un mindset de travail, quoi. Et sur le télétravail, en tout cas vraiment, je parle personnellement, je sais que c'est très dur de me remettre en mode machine de guerre, quoi. Et hop, c'est reparti, je pars dans le recrutement. C'est plus dur chez moi. Je ne sais pas si vous êtes rapidement adapté. Je ne sais pas si vous avez eu des difficultés ou pas dans le télétravail. Moi, non. Je pense que Ouais. non, le télétravail, enfin, c'est quelque chose que de toute façon, on pratiquait déjà un peu. Enfin, depuis que les smartphones existent, qu'il y a des ordinateurs ultra portables, du Wi-Fi partout, je pense, surtout quand on travaille dans une entreprise dont le siège social et donc le bureau est à 40 km de Paris, on est un peu habitué à télétravailler. Là, ce que ça a montré, c'est, je pense, pour le télétravail, c'est. Alors, moi, j'étais quelqu'un qui était déjà assez partisan et j'avais pas de difficulté avec le télétravail. En revanche, les personnes qui expliquaient que c'était impossible de manager en télétravail et que les gens, enfin, que c'était trop dangereux de laisser les gens travailler tout seuls. Je pense que ça, c'est terminé. Enfin, aujourd'hui, plus personne n'a de doute sur la capacité qu'ont les gens à télétravailler. Alors, je crois qu'il y a Valérie Marie qui voudrait intervenir. Bonjour Valérie Marie. Alors, on ne t'entend pas. Je vais juste activer. Est-ce que... Ouais, allô? Non, on n'entend pas. Rétablir le son. Non, on ne t'entend pas. Tu nous entends? Voilà, là c'est parfait, j'ai eu l'autorisation. Bonjour à tous, Valérie Marie Caillot, oui, je suis RH et recruteur et donc je confronterai vos expériences avec celles que j'ai eues, de dire quelque part, on revient quand même sur la compétence, on recrée de nouveaux codes et de nouveaux facteurs effectivement qui peuvent être aussi pour les candidats parfois des sources d'interrogation sur la façon, est-ce qu'on ne discrimine pas et d'aller vers de nouveaux types d'approches parfois de contentieux, hein, si je puis me permettre. C'est vrai qu'on peut avoir des a priori quand on se connecte sur l'environnement et l'écosystème de la personne, mais quelque part, pas plus, pas moins que quand on raccompagnait quelqu'un à l'ascenseur et qu'à ce moment-là, il se lâchait et qu'il donnait des impressions qui n'étaient pas celles qu'on attendait pour les critères du poste. Donc, je dirais que d'autres codes se créent, mais quelque part, on va retrouver toujours nos critères de sélection, de trouver la compétence. Alors, ce qui est redoutable quand même, c'est que l'écran, tant pour le candidat que pour le recruteur, ben, c'est qu'on peut consulter des documents en même temps. Et donc, l'attention peut se focaliser sur d'autres thématiques, ce qu'on n'avait pas quand on était en face à face. Et ça, c'est aussi valable pour un RH qui va négocier ou qui va être en discussion avec avec un partenaire. Donc, ce qui me préoccupe moi beaucoup, c'est le fait d'être enregistré à son insu, d'avoir des gens qui sont aussi à l'écoute. Et ça, parfois, j'ai eu des candidats qui étaient pas seuls et je m'en suis rendu compte quand leur regard partait vers les personnes qui écoutaient l'entretien. Donc, c'est là où je me dis, effectivement, il peut y avoir d'autres codes, d'autres facteurs qu'on n'avait pas prévus et qui sont aussi des sources d'interrogation. Alors là, je me tourne vers l'avocat ou vers les juristes pour dire, forcément, ça va réinterroger nos pratiques et sous l'effet de surprise,
on peut se retrouver peut-être confronté à d'autres questionnements de discrimination, de questions qui ont été posées, où le candidat va revenir en disant « mais je vous avais dit que » et l'annonce mettait en face à telle compétence, je vous avais dit que je l'avais et pour autant, je n'ai pas sélectionné. Ok. Alors, effectivement, la notion de compétence, nous, c'est quelque chose sur lequel, nos clients, quand ils viennent nous voir, c'est vraiment le point principal, c'est la compétence. Et ça, c'est vrai, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on est obligé de se concentrer là-dessus. Après, dans un entretien, le point, c'est qu'on recrute avant tout des humains. Et comme tu l'as très justement dit, il y a des codes en entretien. Quand vous serrez la poignée de main en disant bonjour à la personne, il y a une manière de faire où on va se dire est-ce que la personne est habituée ou pas, ou elle va nous serrer la main fort, etc. Aujourd'hui, via Zoom, via tout ce que vous voulez, en visio, vous perdez ces codes et il y en a de nouveaux qui sont en train de se créer. Le code très simple, c'est ce que la personne va se connecter quelques minutes avant ou est-ce qu'elle va arriver avec 10 minutes de retard. On retrouve des codes mais complètement différents. Donc, ça, c'est encore un peu tôt, mais on voit bien que naturellement, il y a d'autres choses. Est-ce que la personne va avoir préparé le micro qui marche bien, l'environnement, enfin, ça, on retrouve ça. Est-ce que c'est la personne qui va se préparer encore plus? Parce que comme tu l'as dit, un écran, c'est quand même quelque chose qui change notre manière de communiquer. Après, peut-être que Déborah, toi, tu veux rajouter un point sur la partie, est-ce qu'il pourrait y avoir un effet contentieux là-dessus ou pas du tout? Je ne sais pas. Oui, non, mais on l'a vu, surtout dans les entretiens préalables à licenciement, on sait que la conversation va être enregistrée, mais après, la question, c'est de savoir est-ce que ça va pouvoir être utilisé. Et ça, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a quand même des règles qui protègent les enregistrements et même qui sont applicables aux salariés, alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait que la preuve était complètement libre pour les salariés et que même s'ils avaient volé des documents en entreprise, c'était valable. Sur toutes ces questions-là d'enregistrement de l'image, captation de l'image à l'insu de l'interlocuteur, la jurisprudence est quand même beaucoup plus ferme. Donc, il y aura un contentieux là-dessus. Et c'est vrai que quand on fait un entretien par Zoom, et notamment lorsque c'est un entretien qui n'est pas agréable, type entretien préalable de licenciement, bon, il y a le risque que l'enregistrement soit effectivement, la conversation soit enregistrée. Nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est que dans les courriers par lesquels on convoque les gens par ce type de visioconférence, on leur explique que l'enregistrement n'est pas autorisé et que aussi bien du côté de l'entreprise que du côté du salarié, il y a des règles à ne pas enfreindre. Bon, mais il y aura nécessairement un contentieux sur ce plan-là et aussi un contentieux sur la discrimination parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de tenir compte finalement de l'environnement qu'on voit derrière le décor. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui mettent des filtres, des fonds d'écran justement pour anonymiser. Bon, je suis pas contre, mais bon, je trouve que entre collègues, c'est moins sympathique, on va dire, parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'entrer dans l'intimité, ça crée aussi de la proximité et ça, c'est plutôt sympa, quoi. D'accord. Justement, alors vous faites une super transition vers notre deuxième point, c'est qu'est-ce que cette crise a apporté sur les relations sociales? Peut-être qu'on va se tourner vers Franck. Qu'est-ce que ça a apporté vraiment sur la partie plus technique des relations sociales? Alors, ça, je pense, là aussi, modifier plein de choses. Après, la question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai que face à la violence de cette crise pour Air France, puisque le transport aérien a quand même été un des secteurs qui a été les plus, parmi les entreprises, les plus affectés par cette crise, avec la fermeture des frontières, l'impossibilité, les difficultés pour les gens à voyager, les contraintes posées pour les déplacements. Et donc, très rapidement, il a fallu qu'on annonce aux instances de représentation du personnel les mesures qu'on mettait en place pour s'adapter. Donc, j'ai fait référence à l'activité partielle, mais c'est aussi beaucoup plus grosses restructurations, puisqu'on a un PSE dans lequel on prévoit de supprimer 7500 emplois, avec une grosse partie de volontariat, mais peut-être aussi à terme des licenciements qui ne seront pas volontaires. Et donc, face à cette situation, une fois passée la phase de sidération, parce qu'il y a bien eu ça
chez nos organisations syndicales et comme un peu chez nous aussi, hein, mais en tout cas, que ce soit auprès des organisations syndicales ou des représentants du personnel, il y a bien eu une phase de sidération et un certain délai pour réussir à s'adapter à cette nouvelle situation. Ensuite, il faut, en tout cas pour ce dont je peux témoigner, ce qui s'est passé chez Air France, il y a eu quand même beaucoup de maturité et de conscience de la part des organisations syndicales. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tas de ressorts comme la grève qui aujourd'hui ne sont pas des moyens de pression très forts. Hein. Nous, très honnêtement, si les gens se mettaient en grève, ça nous arrangerait, puisqu'on a à peu près 5% d'activité, donc ça nous éviterait de devoir payer de l'activité partielle. Donc, ça aussi, ça a été un élément dans la protestation, en tout cas dans la façon dont pouvaient réagir les organisations syndicales et les représentants du personnel à ce qui était présenté, le fait que cette menace qui, dans une entreprise de service comme Air France, est quand même une menace terrible, c'est-à-dire celle de la grève, ça a modifié les choses. Ils sont passés désormais à un mode de résistance qui est peut-être à la fois plus rationnel, c'est-à-dire plus challengé sur les chiffres ou challengé sur la riposte, enfin sur ce qu'il faut ou pas mettre en œuvre pour réagir à la crise. Et puis, il y a aussi eu un basculement vers une réaction plus juridique. C'est-à-dire, on voit déjà, alors que notre PSE est encore en cours d'homologation, on a déjà plusieurs procédures judiciaires qui sont destinées à essayer de le contourner, de le contester par plusieurs moyens. Donc, je pense que ça a modifié pas mal de choses. Il y a aussi eu beaucoup, il faut le dire, d'adaptabilité des organisations syndicales, c'est-à-dire, là aussi un peu sous la contrainte, mais donc le fait qu'on puisse organiser des réunions en vidéo sans nécessairement respecter tous les délais de convocation qu'on peut avoir dans nos accords, plus grande facilité pour la diffusion des documents, la remise des documents. Voilà, donc il y a eu beaucoup, je pense, beaucoup de maturité et de responsabilité de la part des organisations syndicales, même si il y avait une vraie prise de conscience de la gravité de la situation. Après, petit à petit, c'est-à-dire lorsqu'on sortira de la crise, est-ce qu'il restera beaucoup de choses de ça? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on sent déjà assez rapidement, dès que la situation se libère un peu, il n'est plus question de faire des réunions en visio, on veut à nouveau des CSE physiques, maintenant il va falloir respecter les délais, enfin on sent que ça va être plus difficile de ne pas revenir à ce qu'on avait auparavant. Mais il restera, c'est sûr, quelque chose, y compris dans les rapports individuels avec les élus et avec les représentants du personnel. Parce que c'est quelque chose, on a souvent parlé tous les trois sur quand vous négociez vos relations, notamment quand ça se tend, il y a toujours ce moment de la machine à café, on joue la partie un peu, on va pas dire le mot théâtre, mais voilà, le tour de table et puis ce qui se passe en dehors. Comment on fait justement pour négocier quand on n'a plus, quand on est tout le monde en visio en même temps, comment vous arrivez justement à gérer ça? Je pense que c'est en maintenant un contact. Après, le contact tel qu'il est possible. Donc, auparavant, la machine à café, désormais, c'est passer des coups de téléphone, c'est monter des calls, c'est voilà, échanger comme il est possible d'échanger. Même si en tout cas, les top représentants des organisations syndicales, c'est-à-dire les secrétaires généraux des organisations syndicales, sont aussi très présents sur site. C'est-à-dire, on les voit peut-être moins qu'auparavant, mais en tout cas, il y a toujours une vraie présence. Et voilà, donc on a maintenu, on s'est attaché à maintenir, mais on avait aussi besoin beaucoup des organisations syndicales et des représentants du personnel pour accompagner ces transformations qui sont des transformations extrêmement lourdes et extrêmement douloureuses. Et donc, oui, on s'est attaché, je pense, au sein de la DRH, à conserver une proximité permanente en partageant des informations, en s'interrogeant sur la façon dont les gens allaient, voilà.
parce que par capillarité, c'est aussi une façon de récupérer des infos sur l'état du climat social, l'état d'esprit des salariés, le moral un petit peu de l'ensemble du corps social. D'accord. Il y a Thierry Leroyer qui dit donc en fait on va vers une responsabilisation des acteurs par rapport au contexte en fait. Ce que vous avez pu noter finalement dans cette période, c'est ça? Alors oui, moi, je pense là, que c'est- oui, non, c'est bien nous la façon dont enfin, la façon dont la crise a été gérée avec les organisations syndicales, ça s'est fait vraiment avec beaucoup de responsabilités. Mais comme de façon générale, il y a toujours beaucoup de responsabilités. Enfin, dans l'histoire d'Air France, à chaque fois qu'on est confronté à des situations de crise très difficiles, hein, que ce soit des accidents, des grosses grèves, enfin, etc., il y a toujours hein, des problèmes météorologiques, des problèmes d'exploitation, enfin, etc. Il y a toujours beaucoup de solidarité et de responsabilité de la part de tous les salariés et des représentants du personnel. Est-ce que quand on reviendra un peu au business as usual, est-ce que ça restera comme ça? Je ne crois pas. Je pense que peut-être on aura, les choses auront évolué favorablement, mais je ne crois pas que quand on sortira de la crise, je pense qu'assez rapidement, on reviendra à des relations sociales malheureusement plus habituelles, enfin, c'est-à-dire plus classiques. Hein. Et toi, Même si Déborah? pour nous, pardon, oui, même si pour nous, la sortie de la crise est encore très très loin. Enfin, c'est-à-dire que dans la meilleure des hypothèses, nous on espère un retour à la situation qu'on avait en 2019, au mieux en 2023 à peu près. Hein. Donc on est dans une crise qui va durer plusieurs années. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse, et là, je parle à Franck, qui travaille notamment au MEDEF et qui est sur la France avec les deux casquettes. Justement, sur les notions de reprise, c'est un sujet qu'on a souvent. Toi, par rapport à l'année qui vient de passer, 2021, vous le sentez comment, en fait? Ah bah, alors, pour Air France, pour Air France, on est encore dans une situation de crise majeure. Enfin, concrètement, on doit perdre à peu près 15 millions d'euros par jour. Voilà, donc on a eu un prêt, on nous a prêté 7 milliards qu'il faudra qu'on rende. Et donc, voilà, on tape dans cette trésorerie, sachant que c'est des prêts qui, de surcroît, ne seront pas comme habituellement dans une entreprise, des prêts qui servent à investir, hein, c'est juste des prêts qui servent à survivre, en fait. C'est comme quelqu'un qui emprunterait de l'argent pour manger ou payer son loyer, enfin, etc. Ce qui est une situation qui, évidemment, ne peut pas durer très, très longtemps. Pour Air France, je pense que ce qui sera déterminant, c'est, enfin, ce qui va l'être, c'est le vaccin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vaccin va limiter le développement de la maladie ou, espérons-le, même l'arrêter, eh bien, à partir de là, les gens recommenceront peut-être à voyager, à reprendre l'avion, et l'économie reprendra peut-être un cycle un peu plus normal. On peut même espérer qu'il y aura peut-être un effet post-crise un peu euphorique. En tout cas, on sent déjà, nous, chez nos clients, le fait qu'après 8 mois de confinement, eh bien, tout le monde a envie de voyager, de changer d'air, de retrouver peut-être des amis ou la famille qui parfois est un peu loin. Donc je pense il faut l'espérer, une reprise assez forte lorsque on sera sorti de la crise. Après, pour les autres entreprises, enfin en tout cas les témoignages qu'on peut avoir au sein du MEDEF, hein, c'est que pour beaucoup, en fait, ce qui va être déterminant, c'est la façon dont l'État va se comporter face au remboursement des prêts d'État, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir sûrement qu'il y ait un rééchelonnement des échéances, et puis on verra si à la fin tout le monde doit rembourser, en tout cas dans les petites entreprises, rembourser les prêts qu'ils ont reçus, parce qu'il n'est pas évident que tous aient la capacité, en tout cas en 2021, de faire face à cette échéance. Donc, pour l'instant, il y a encore une situation qui est un peu une situation de survie avec sous perfusion, hein, avec un retardement des échéances de l'URSSAF, un retardement de tout un tas, du paiement de tout un tas de taxes.
Voilà, ce qui sera difficile, c'est le moment où on reviendra dans un rythme plus normal. C'est-à-dire le moment où l'État commencera à fermer le robinet de l'activité partielle, des prêts, enfin, etc. Et là, je pense que ouais, 2021, ça va peut-être pas le début, mais en tout cas, ça va assez rapidement être une année difficile. Hein. D'accord. Et alors toi, Déborah, sur la partie relations sociales, qu'est-ce que ça a changé si on revient sur ce thème des relations sociales qui nous réunit aujourd'hui? Toi, qu'est-ce qui a changé chez tes clients? Qu'est-ce que tu as pu voir comme pratique? Je partage le diagnostic de Franck. Je pense que si il y a quelque chose de bon, de positif à tirer de cette période de crise, ça a été la vitalité du dialogue social. Ça a été assez impressionnant. On a senti des gens vraiment impliqués. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Franck il y a quelques temps. Et la différence entre cette crise sanitaire avec d'autres crises économiques qu'on a pu rencontrer par le passé, c'est que, alors que dans le cadre d'une crise économique classique, les organisations syndicales, les représentants du personnel vont toujours un peu challenger le motif économique, le diagnostic qui est partagé avec eux par la direction, en disant bah non, on devrait faire comme ci plutôt que comme ça, etc. Là, dans le cadre de la crise sanitaire, déjà, ça touche à la santé, ça touche tout le monde, tous les secteurs d'activité, même ceux qui ont moins été impactés, évidemment, qu'Air France. Du coup, il y a un consensus qui s'est créé autour de ça et il y a eu une espèce d'urgence à réagir. Et ce qui a fait qu'il y a eu effectivement un dialogue social qui a été très fructueux pendant cette période, non seulement parce qu'il a fallu mettre en place un tas de dispositifs au sein des entreprises, que ce soit au niveau de l'activité partielle, que ce soit au niveau du télétravail, que ce soit au niveau de tous les outils qu'on a pu mettre en place, type APC dans certains cas, pas forcément que sur la rémunération APC, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier grâce à l'APC. Il y a eu aussi beaucoup de négociations sur des GPEC, justement pour anticiper la reprise, etc. Et au jour le jour, il y a eu des discussions finalement. Et le fait que ce soit à distance, même dans les grosses organisations où les salariés sont un peu diffus à travers la France et normalement ont besoin de se déplacer pour participer aux réunions, là, ça s'est fait de façon beaucoup plus fluide. Il y a eu une relation quasi quotidienne avec les représentants du personnel, les partenaires sociaux, et il y a eu un dialogue social qui a été vraiment de qualité. Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, la seule différence peut-être notable pour les partenaires sociaux, ça a été le fait, effectivement, de peut-être moins préparer les discussions en amont comme on avait l'habitude de le faire auparavant, et aussi, oui, les discussions autour de la cafette et les discussions, on va dire, en off, se sont faites de façon un petit peu moins naturelle, mais je n'ai pas l'impression que ça nuit à la qualité du dialogue social. Et d'ailleurs, il y a un diagnostic qui a été partagé ce matin par des observateurs du dialogue social et qui démontrent cette vitalité. Enfin, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'accords collectifs qui ont été signés que pendant cette période. Et je pense que ce n'est pas seulement dû à la crise du Covid, ça a été, je pense, amorcé aussi par les ordonnances de 2017 qui ont créé tout un tas d'outils et qui ont favorisé finalement le dialogue social. On s'est rendu compte que si on voulait transformer l'entreprise sans restructurer, c'est possible grâce à ces outils-là. Donc, il y a eu déjà un petit chemin qui avait été parcouru. Évidemment, la négociation sur le télétravail, ça a été incroyable et c'est pas fini parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du télétravail, mais on parlait du télétravail contraint, le fait de rester chez soi en permanence, ça a été pénible pour tous. Même ceux qui sont des fervents défenseurs du télétravail n'ont pas envie de travailler 5 jours par semaine sans voir personne. Mais lorsqu'on finalement on fait le bilan et qu'on se dit bon alors quid du télétravail pour la suite, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place de façon efficace, de façon aussi économique, parce qu'il va falloir, enfin l'enjeu je pense pour les entreprises en 2021, ça va être aussi de faire des économies.
il ne faut pas se leurrer, il va y avoir des restructurations d'entreprise. Dans certains cas, on va pouvoir anticiper et transformer, justement, utiliser les outils qui sont disponibles pour éviter de licencier. Il y a l'APLD, évidemment, l'activité partielle de longue durée qui peut encore être négociée et qui va être clairement un poussant d'amortissage pour beaucoup d'entreprises. Il y a aussi le télétravail qui peut permettre de faire des économies. Alors, pas seulement du point de vue des locaux, mais aussi au niveau des déplacements. On s'est rendu compte que là, bah oui, de façon contrainte, on a moins eu d'occasion de se déplacer, mais du coup, ça réduit les frais de déplacement au sein des entreprises. Ça crée des économies, tout ça. Donc, peut-être qu'il y a des méthodes comme ça qui vont perdurer, en tous les cas, sur 2021, peut-être après. Le fait de ne pas avoir aussi à déplacer tous les représentants syndicaux, les représentants du personnel lors de réunions, ça crée aussi des économies pour l'entreprise. Donc, il y a des choses comme ça qu'il va falloir utiliser, des tips qu'il va falloir utiliser pour faire des économies, pour éviter de restructurer de façon trop lourde les entreprises. Ouais. D'accord. Sur les APLD, c'est assez marrant parce que, enfin marrant non, mais ce matin, j'étais avec un client qui justement vient de négocier un accord sur 2 ans. Et une des difficultés, donc on ouvre un nouveau poste ce matin de recrutement sur un poste assez technique. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que, voilà, alors quelle est la fourchette de rémunération de la personne? Ok, on donne la rémunération cible. Et là, la DRH nous dit, ouais, mais alors attendez les amis, parce qu'il y a quand même cette mesure sur 2 ans. Et au final, nous, on garantit 60% de travail. Donc, nous, maintenant, quand on va aller chasser des candidats, ben, on aura ce point de dire, OK, alors en fait, on a cette rémunération, mais sous condition de… Et c'est vrai qu'on a conscience que du coup, en termes d'attraction pour les entreprises, c'est quelque chose qui va être qui va pas être simple à expliquer, quoi. Enfin, on va bien évidemment, on va l'expliquer, mais en termes d'attraction, en termes de profil, on n'aura pas des profils que cette boîte aurait en temps normal, en fait. Et ce que moi j'observe, en tous les cas en tant que recruteur, c'est que les mesures qu'on prend peuvent avoir des conséquences directes qu'on voit et des conséquences qui sont indirectes qu'on ne mesure pas encore, en fait, mais qu'on va mesurer dans les mois qui vont venir. Je ne sais pas si vous avez déjà pu percevoir ce genre de choses. Vous avez pris des mesures pour des clients, ou peut-être que toi, Franck, vous avez pris des mesures et qu'il y a eu des impacts qui n'étaient pas prévisibles ou pas prévus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Alors, ben nous, pour l'instant, on n'est vraiment pas dans des recrutements. Mais après, oui, dans des rapports avec les fournisseurs, enfin que ça puisse être les avocats, d'autres fournisseurs, évidemment, ça là aussi, ça a modifié aussi bien sur les relations qu'on avait jusqu'à présent, mais aussi sur la façon dont on va travailler dans le futur, ça modifie pas mal de choses. Maintenant, est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité à mesurer ce que seront ces conséquences? Je crois pas. Enfin, pour l'instant, on est encore, nous, un peu trop concentrés là, sur la gestion de la crise pour réfléchir. Enfin, vis-à-vis des clients, oui. Hein, c'est-à-dire, on a déjà changé de positionnement vis-à-vis des clients. C'est-à-dire, Air France a mis en place une nouvelle stratégie de communication qui est destinée à rassurer les clients sur la sécurité lors du voyage, essayer de lever les obstacles ou les craintes qu'ils peuvent encore avoir pour reprendre l'avion. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est regardé très sérieusement par la direction marketing, la direction commerciale, mais autrement, à notre niveau à nous, moins, franchement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry Leroyer qui me dit les outils RH doivent être complémentaires, il faudra continuer à être agile et innovant. Est-ce que vous aussi, vous validez ce point-là de l'agilité, de l'innovation? Alors, oui, moi, pour ma part, totalement. Enfin, nous, alors que ce soit pour les outils RH, mais même pour la partie juridique, hein, ça fait très longtemps qu'on a matérialisé beaucoup de choses. Et on ne l'avait pas fait en anticipant la crise Covid, mais c'est sûr que si on ne l'avait pas fait, il y a plein de choses qui auraient été très, très compliquées. Donc, évidemment, il faut désormais que tout soit dématérialisé. Si on a besoin d'un dossier papier pour traiter une question, ça devient dans ce contexte très compliqué.
Voilà. Donc, heureusement, oui, nous, on a des outils aujourd'hui et on continue à en développer qui sont des outils qui permettent d'avoir beaucoup d'agilité, la capacité de travailler à distance, la capacité d'accéder à l'information à distance. Et je pense que c'était un point clé pour la gestion de cette crise et ça sera aussi un point clé pour l'avenir, c'est sûr et certain. Déborah, si tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe sur les compétences? Dis-nous. Déborah? Je ne sais pas. Bon, écoute, on continue. On va aller sur l'évolution des compétences. Un des points qui était assez, qui nous a marqué en fait sur cette crise quand on a échangé, qu'on préparait ce Zoom aujourd'hui, c'était l'évolution des compétences des personnes avec qui, qu'on a pu voir autour de nous dans nos équipes. Et on s'est rendu compte, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont très rapidement adaptés et d'autres pas forcément. Toi, justement, Franck, dans l'évolution des compétences des gens, qu'est-ce que tu penses qui va rester, pas rester? Quelles sont les compétences importantes que tu attendras demain? Alors, je pense que la crise, c'est ce que je disais un petit peu au début, donc a modifié beaucoup le rapport que les gens peuvent avoir au travail, le rapport qu'ils peuvent avoir dans l'organisation de l'entreprise, dans les rapports hiérarchiques, dans les rapports entre directions. Tout est devenu beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide peut-être. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de collaborateurs ont développé dans la gestion de crise des nouvelles compétences, c'est-à-dire une capacité à travailler beaucoup plus rapidement, à travailler différemment, à travailler en prenant des décisions avec des chaînes de décision beaucoup plus rapides. Voilà. Donc, je pense que globalement, selon le principe darwinien, selon lequel tout ce qui ne nous a pas tués nous aura rendus plus forts, je pense que tous ceux qui auront survécu à cette crise ressortiront de cette crise avec des nouveaux talents, des nouvelles capacités. Ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. Ensuite, pour l'avenir et pour les profils, est-ce que ça va modifier les profils de recrutement? Je pense aussi, c'est-à-dire que on va rechercher peut-être beaucoup plus qu'avant des profils peut-être encore plus adaptables, encore plus curieux, encore plus avec un esprit parfois, il faut rechercher, je pense, un esprit un peu pionnier, une capacité à sortir du cadre, etc. Voilà, parce qu'on se rend bien compte que dans les périodes très difficiles, c'est ce type de profil qui permet d'avancer plus rapidement. Voilà. Donc, on va chercher des profils plus aguerris, peut-être plus aventuriers. C'est sûr que moi, c'est ce que mes clients nous disent une fois qu'on a validé la partie donc hard skills, compétences techniques. Par exemple, si on parle d'un juriste en droit social, ce sera vraiment la partie technique du droit social individuel et collectif. Une fois qu'on doit faire une sélection entre deux candidats, la différence, ça va se jouer sur la partie soft skills. Et en ce moment, ce que les gens me disent, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui s'adapte vite, qui n'ait pas peur et qui y aille, quoi. Qui ne se pose pas de questions et qui y aille. Donc, je ne sais pas si toi, Déborah, en tant qu'avocat, est-ce que tu as vu également ce switch de vraiment quelques mois? Est-ce que tu as vu des points de compétences particuliers sur les gens autour de toi ou dans tes équipes peut-être? Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a des talents qui se sont révélés et puis il y a les autres. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois le management intermédiaire n'était pas forcément hyper adapté et pas forcément nécessaire dans les organisations. Donc, ils sont bien quand on est en pur présentiel et que finalement, ils jouent un peu les chefs d'équipe, mais sans apporter une grosse plus-value. Et en réalité, ce que j'ai pu constater, alors il y a deux choses pour moi qui modifient, que la crise a modifié en termes de compétences de salariés à recruter. La première chose, c'est que j'ai beaucoup d'entreprises qui se sont dit, finalement, c'est possible de recruter des profils à 100% à distance, en recrutant peut-être des gens qui sont à l'étranger ou alors des gens qui ne sont pas dans le même bassin d'emploi parce que finalement, ils ont une compétence particulière et jusqu'à présent, on n'osait pas franchir le pas. Là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible.
Donc ça, c'est le premier cas de figure, mais qui ne concerne quand même pas toutes les entreprises. C'est vraiment pour des postes très spécifiques et c'est surtout dans le monde des startups et le monde un peu technologique. Et l'autre part, et là qui concerne toutes les organisations, c'est de se dire peut-être qu'il faut revoir les méthodes de management et même les rapports de reporting finalement, et même les délégations de pouvoir au sein de l'entreprise. Il va falloir retravailler tout ça parce que finalement, ce qu'on pensait être la normalité et ce qui fonctionnait bien, on se rend compte qu'en période de crise, il y a d'autres choses qui sont possibles. On va travailler beaucoup plus en mode projet qu'en mode hiérarchique, ce qui va très bien d'ailleurs avec le fait de travailler en télétravail, où on ne va pas fliquer le temps de travail des salariés en se disant alors vous devez vous connecter à 9h du matin et puis vous déconnecter à 18h. C'est plus comme ça que ça marche. En tous les cas, ceux qui marchent encore comme ça, on voit que ça ne fonctionne pas du tout. D'abord, ça crée des risques psychosociaux pour les salariés qui se sentent complètement épiés et finalement, ce n'est pas très productif. Alors que lorsqu'on laisse les salariés avec plus d'indépendance, plus d'autonomie, mais qu'on les fait travailler en mode projet, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'avoir fait 8 heures dans la journée, c'est d'avoir délivré quelque chose de palpable, eh bien, ça change aussi les modes de management, les lignes de reporting, clairement, parce qu'on se rend compte effectivement que les managements intermédiaires, s'il n'y a pas de plus-value, ça ne sert plus à grand-chose. Et finalement, ça laisse part à la créativité de ceux qui produisent. Et ça, c'est plutôt, encore une fois, très positif. Moi, j'essaye d'être très positif en cette période et de retenir tout le bon de cette période hyper chaotique qu'on a tous rencontrée et qui nous a tous traumatisés. Il faut quand même essayer de tirer le positif de tout ça. Et ça, c'est le point positif, c'est d'avoir repéré des talents, la créativité chez les gens et surtout de se dire que dans la façon dont on recrute à l'avenir, effectivement, il faut peut-être moins d'échelons et plus de créativité. Non, je ne dirais pas que c'est une vraie opportunité, le Covid. À partir du moment où c'était un état de fait, autant en tirer un peu de positif. Voilà. Et pour toi, Franck, est-ce que le Covid a été une opportunité alors? Ou est-ce que… Si, enfin moi je pense vraiment, oui, comme j'ai dit précédemment, que ça aura fait évoluer plein de gens, plein de façons de travailler, ça a permis de développer des nouvelles compétences. Après, je pense qu'il faut aussi penser aux autres, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent cette crise pas du tout comme une opportunité, mais au contraire comme quelque chose de très difficile, que ce soit chez Air France ou ailleurs. Il y a un sondage Opinionway, je crois, qui est paru aujourd'hui, qui dit que la santé mentale des salariés est au plus bas là, depuis le début de la crise Covid. C'est-à-dire que je pense que la deuxième phase de confinement, avec en plus l'arrivée de l'hiver, enfin, etc., fait qu'il y a plein de gens pour lesquels la crise n'est pas du tout facile à vivre, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle, parce que quand je disais que, et Déborah l'a dit aussi sur le management intermédiaire, c'est-à-dire lorsque, en effet, la crise a permis à certaines personnes de répondre à la place d'autres et de répondre peut-être plus rapidement et d'être beaucoup plus réactif, il faut penser à ceux qui ne sont plus ceux qu'on interroge. Voilà, donc il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de cette crise, qui auront peut-être du mal à en sortir. Enfin, nous, on s'en rend compte, c'est-à-dire on a 80, à peu près 90% des collaborateurs qui sont en activité partielle. Et sur certaines activités, on s'est déjà dit, eh bien, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça conduit aussi les entreprises à se poser plein de questions sur la finalité ou l'utilité de certaines activités, de certaines équipes, enfin bon, qui sont sûrement des trucs, c'est mieux d'avoir ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Quand on lutte pour survivre, on se rend compte que non. Voilà. Il y a tout un tas de personnes pour lesquelles, à mon avis, la crise est aussi un moment extrêmement difficile. Oui, je suis d'accord. Les salariés qui ne maîtrisent pas les outils digitaux, c'est vrai que là, pour le coup, ça doit être très, très dur.
C'est vrai que moi, en tant que recruteur, quand je vois encore sur des CV maîtrise du pack office, je me dis, mais waouh, quoi, ça va être compliqué pour vous là. Oui, Si vous... Excel. ouais, ils maîtrisent Excel et Gmail, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai fossé qui est en train de se créer. Il y a un truc que moi, j'avais lu, et bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça va un peu dans cette idée où quand tu te dis, bah, tu payes un salarié pour une certaine tâche 100K à Paris, tu peux le payer en province 20K de moins, 20% de moins, pardon. Et si tu le délocalises complètement en Inde, mais qui fait bon an, mal an la même chose, est-ce qu'il n'y a pas un risque de délocalisation de certains postes? Et jusqu'à présent, c'était plutôt des premières fonctions. Est-ce que ça n'a pas aussi arrivé sur des postes un peu plus techniques, quoi? Et c'est vrai que c'est une vraie interrogation, quoi, de se dire sur le long terme, est-ce qu'il n'y aura pas ça, quoi, qui va s'arriver aussi sur les cols blancs, en fait? Dans la Alors, fonction juridique, non, dans la fonction juridique, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui a lieu depuis longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, dans la pratique des audits juridiques, dans les cabinets d'avocats, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'il y a des cabinets qui recouraient, je dis qui recouraient parce qu'ils ne le font plus, à des experts offshore, et on se rend compte que la qualité de service n'est quand même pas la même. Et finalement, la plupart des cabinets ont arrêté de procéder de la sorte. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des profils, il y a beaucoup d'expatriés auxquels on fait appel, des Français qui vivent à l'étranger, auxquels on fait appel sur des postes pour lesquels ils ont une parfaite compétence. Et bon, après, les payer au lance-pierre, c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de procéder, mais c'est un phénomène qui existe et qui a été effectivement, qui a pris son essor du fait de la généralisation du télétravail. C'est un état de fait. Après, on verra si ça durera sur la durée, parce que très honnêtement, le fait de jamais voir les gens avec qui on travaille, c'est quand même très compliqué, hein. Nous, on n'est pas favorable, hein, et bien au contraire, on est justement pour dire qu'il faut être prêt pour le moment où ça va repartir, d'avoir les gens full opérationnels. Et alors, il y a quelqu'un qui disait justement remettre de l'humain et de l'inclusion. En tout cas, chez Atorus Executive, on est full sur ce mindset de dire en fait, vaut mieux préparer ses équipes pour la reprise qui devrait arriver, quoi. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Franck. oui, bien sûr. Alors, nous, une fois encore, je suis désolé de le redire, hein, de quelle ambiance, mais on ne voit pas encore du tout la reprise, hein. Nous, on est encore concentré sur comment ne pas mourir sur place. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il faudra, et ça sera un travail énorme, réussir à remettre toute cette énorme machine en route. Et il y aura en effet un vrai sujet sur la motivation des salariés. Nous, on suit de façon très précise aussi avec des sondages, hein, l'état du moral. Bon, et c'est vrai qu'en ce moment, la situation est très, très anxiogène pour tout le monde, du fait notamment de cette incertitude sur la fin. Mais ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on commence à réfléchir, c'est-à-dire comment on va réussir à remotiver les gens, alors même que c'est certainement pas, à mon avis, avec des incitations financières. Il va falloir qu'on trouve d'autres éléments pour remotiver les gens et leur redonner le goût d'avancer, en fait. Les deux grands challenges, je pense, pour l'année à venir, ça va être de mettre le paquet sur la formation et effectivement sur la préservation de la santé et la sécurité des salariés, parce qu'ils ont énormément souffert. J'essaye de tirer le positif, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se cacher les yeux. Cette période a été chaotique pour tout le monde, et beaucoup de gens souffrent, et à tous les échelons de la hiérarchie, hein, que ce soit déjà, je pense beaucoup, moi, aux chefs d'entreprise, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, qui se sentent très isolés parce qu'il y a un sentiment d'échec forcément qui est associé à cette incertitude, et les salariés à tous les échelons aussi qui se sentent isolés, qui se sentent exclus. Nous, on a vu une explosion du contentieux sur le harcèlement moral. Énormément de salariés ont été en arrêt maladie, ont engagé des actions contre leur employeur sur le plan du harcèlement moral en disant « mais vous m'avez exclu,
Je n'ai pas, pendant toute la période de confinement, je n'ai pas été associée aux décisions de l'entreprise, je n'ai pas été associée à mon équipe, alors qu'en réalité, ce n'était pas forcément vrai, c'était une perception. Mais le fait d'avoir été isolée du groupe, voilà, il y a eu un sentiment comme ça d'isolement qui s'est créé et qui était plus ou moins fondé sur des faits avérés. Donc, c'est vrai que ça, il y a un vrai enjeu aussi de management à distance pour ceux qui prendront la voie du télétravail. Et quand je dis télétravail, je ne parle pas du 5 jours par semaine, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas énormément d'organisations qui peuvent travailler comme ça. Mais même quelques jours par semaine, il faut vraiment travailler sur le management à distance. Il faut faire des formations, il faut réfléchir en fait aux méthodes de management à venir. Et aussi, toujours garder à l'esprit la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Mais écoute, merci beaucoup, Déborah. Je pense que c'est un peu le mot de la fin. Il est déjà 13h. Ça a filé très, très vite, comme à chaque fois. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Moi, je veux quand même retenir, je suis peut-être mon côté optimiste par nature, mais je me dis, effectivement, c'était une crise qui a été dure et on est encore dedans, et ça, c'est sûr. Maintenant, je pense que ce que moi, je retiendrai, c'est que notre capacité d'adaptation, notre capacité à rebondir et notre capacité d'être résilient dans un contexte qui a été très violent. Et ce que je retiens quand même de vous, c'est vous avez pu nous dire que autant les salariés que les organisations syndicales, que les patrons ont fait preuve de responsabilité et que même si le contexte est encore compliqué, peut-être qu'on peut espérer du rebond positif pour l'année prochaine. Voilà. Gardons espoir. Gardons espoir, c'est ça. Bon, et surtout, très, très joyeuse fête à tous. Ouais, très joyeuse c'est la période là. Merci beaucoup. Et puis, merci pour tous vos messages. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible. Ce Zoom sera mis aussi en replay sur les réseaux. Et on se retrouvera en janvier pour d'autres nouveaux thèmes. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bonne Merci journée. beaucoup. Bye. Au revoir.